Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire. Tout de suite, commençons sans plus tarder. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint les responsables du Fonds souverain de l'Égypte à maximiser la valeur ajoutée des actifs et des biens possédés par l'État. Le président a donné ses directives pour que le Fonds souverain d'Égypte joue un rôle plus grand dans les domaines de l'industrie et de la technologie. Les détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, la ministre de la Planification et du Développement économique Dr Hala Saïd et le ministre des Communications et des Technologies de l'Information Dr Amr Talat, en présence du directeur exécutif du Fonds souverain égyptien, Ayman Sulayman. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que la réunion a porté sur un bilan de l'évolution des activités du Fonds souverain égyptien pour l'investissement et le développement, sa stratégie de travail et ses projets ciblés. Le président a demandé au Fonds souverain égyptien de se concentrer dans son mécanisme d'action sur la maximisation de la valeur ajoutée des actifs et des propriétés de l'État à travers une vision scientifique afin de présenter les meilleures alternatives pour réutiliser ces actifs dans le but d'obtenir un bénéfice optimal, une gestion réussie et un meilleur rendement. Le président el-Sisi a également demandé de maximiser le rôle du fonds dans la localisation de l'industrie et de la technologie en tant qu'objectif d'investissement entre les grandes entreprises égyptiennes et internationales, en particulier dans les domaines de l'intelligence artificielle, des communications, de l'éducation, des transports et des services logistiques, en plus de la définition par le fonds de son rôle sur la scène internationale en tant que nouveau canal pour attirer les investissements dans l'économie égyptienne afin d'atteindre les objectifs de la vision de l'Égypte 2030 qui considère le secteur privé en tant qu'un partenaire clé dans le processus de développement. L'évolution de l'exploitation du bâtiment du complexe à Tahrir a également été présentée, y compris des études et des propositions pour son emménagement. Le président a dirigé que ce processus soit mené dans le cadre de l'harmonie et de la complémentarité entre les efforts de développement et de modernisation du centre-ville du Caire. La réunion a été témoin de la présentation de l'ensemble de l'activité du fonds au cours de la dernière période, puisque 4 fonds secondaires ont été créés dans le cadre du fonds dans le but de fusionner des investissements directs dans un certain nombre de secteurs, dont les plus importants sont l'industrie, l'énergie et le système de santé complet, ainsi que de revoir le plan de mise en œuvre à cet égard pour le secteur ferroviaire en coopération avec le ministère du Transport et l'autorité économique du canal de Suez. Le chef de l'État a également été informé de l'activité du fonds dans le secteur de la logistique, en particulier la mise en place d'entrepôts stratégiques pour stocker les médicaments et les fournitures médicales, conformément aux normes internationales de qualité du stockage, afin de répondre aux besoins du secteur public de la santé au niveau de la République, en plus de créer des magasins d'approvisionnement au niveau de l'État, en coopération avec le ministère de l'Approvisionnement, dans le but d'augmenter le stock en matières premières selon les zones les plus nécessiteuses des différents gouvernorats. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives pour accélérer la mise en application du passage au numérique dans toutes les institutions gouvernementales. Ces déclarations sont intervenues lors de la réunion qu'il a eue avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le ministre des Télécommunications Dr Amr Talat. Au cours de la réunion, le président a enjoint les responsables de suivre le progrès réalisé dans les grands projets nationaux dans le secteur des communications, appelant à optimiser l'usage de l'intelligence artificielle dans les différents projets de la planification urbaine.
L'autorité nationale des élections présidée par le conseiller Lachine Ibrahim a annoncé hier soir la clôture des urnes ou la fermeture des bureaux de vote et la fin de vote de ce premier tour des élections législatives dans les gouvernorats de l'État pour la première phase. Les opérations de dépouillement des voix ont immédiatement commencé après la fin du vote, c'est-à-dire à 21h, retour sur ces 2 journées de vote. Dimanche, les commissions électorales de la Chambre de représentants ont rouvert leurs portes pour la 2e journée consécutive pour permettre aux électeurs de voter. Les élections ont eu lieu dans leur première étape dans 14 gouvernorats: Gizeh, Fayoum, Bani Souif, Minya, Asiout, Al-Wadi Gadid, Soheg, Qina, Luxor, Assouan, la Mer Rouge, Alexandrie, Bahira et Matrouh. Les élections se déroulent devant 1140 sous-commissions, où environ 33 millions d'électeurs inscrits dans la base de données des électeurs ont le droit de voter. Au cours de la première phase, 1879 candidats se présenteront dans 71 circonscriptions à système individuel et 4 listes dans les 2 circonscriptions attribuées au système de listes. Le chef de l'autorité nationale des élections et vice-président de la Cour de cassation, le conseiller Lachine Ibrahim, a souligné que le travail dans le sous-commission durait de 9h à 21h pour accueillir les électeurs qui ont commencé à affluer avec l'application des mesures de précaution strictes visant à contrer la propagation du coronavirus. Le conseiller Ibrahim a confirmé que l'autorité n'avait pas suivi de plaintes ou d'irrégularités majeures le premier jour du vote des Égyptiens aux élections de la Chambre de représentants. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a examiné hier les mesures entreprises pour faire face à la pollution de l'air dans le Grand Caire et dans le delta du Nil. Madbouli a passé en revue un rapport et afférent soumis par la ministre de l'Environnement Yasmine Foued. Selon ce rapport, la quantité de la paille de riz collectée est passée de 350 000 tonnes en 2019 à 500 000 tonnes cette année. Le rapport a par ailleurs indiqué que 11 574 voitures et autobus des transports publics avaient été examinés afin de réduire le taux des gaz d'échappement dans l'air. Les décharges aléatoires et les régions de collecte d'ordures ont été contrôlées grâce aux images satellites qui avaient également permis de surveiller l'incinération des ordures. Et toujours concernant les nouvelles du Premier ministre, il a inspecté les travaux de finition de la salle couverte dans la ville du 6 octobre qui fera partie des terrains qui accueilleront les épreuves du championnat du monde de handball 2021 et qui comprend le siège de la Fédération égyptienne de handball et de l'Académie africaine donc de cette discipline. Madbouli a écouté au cours de cette tournée une explication complète des travaux qui ont été accomplis à 95%. De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports a indiqué que la salle couverte d'une capacité de 4 500 spectateurs sera un ajout ou un point positif de l'infrastructure sportive et qu'il s'agit de l'une des meilleures salles du Moyen-Orient qui a été aménagée selon les règlements et normes fixés par la Fédération internationale du jeu. Nous a rejoint Hazem Skandarani pour nous parler justement de ce prochain championnat. Bonjour. Bonjour. Alors vous le voyez, hein, le contexte mondial n'est pas au beau fixe. La pandémie est en train de faire des chiffres records. L'OMS hier a signalé qu'on avait des cas de contamination qui ont dépassé des chiffres records, surtout en Europe, où la France, par exemple, a enregistré plus de 50 000 cas en une seule journée. Bref, la pandémie est toujours là. Elle n'a pas l'air de vouloir partir pour l'instant. On a un championnat de handball qui se présente en janvier 2021. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? On peut dire ça tant que la décision elle est toujours prise pour que l'Égypte organise cette Coupe du Monde.
Bien sûr, on espère que quelque chose va arriver de bien. Tout le monde attend justement le vaccin. On espère, ça peut arriver, on ne sait jamais. En tout cas, l'Égypte doit bien se préparer et c'est ça ce qu'on fait aujourd'hui. De toute façon, soit la Fédération internationale de handball ou les experts de ce sport en général dans le monde sont en train de regarder de très proche justement les préparations de ce championnat en Égypte. Bien sûr, ce championnat, cette Coupe du Monde, elle est très spéciale parce qu'elle est la première Coupe du Monde de handball où il y aura 32 équipes nationales qui vont faire la compétition. Donc déjà, ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que déjà le handball comme ça va passer à ce stade avant le foot. Donc ça c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et donc là, le monde entier attend avec impatience cette Coupe du Monde. On espère et on croise les doigts que les choses vont bien aller et que ce championnat va réussir. L'Égypte, si l'Égypte arrive à réussir l'organisation de cette Coupe du Monde, justement, ça peut ouvrir des horizons extraordinaires pour l'Égypte pour organiser des championnats, des compétitions internationales. Justement, on est partagé, on est pris entre deux sentiments. Nous, en tant qu'Égyptiens, on veut avoir la fierté d'organiser ce grand événement mondial. Mais en même temps, vous le savez, l'Égypte, jusqu'à maintenant, on croise les doigts et on touche le bois. On a des chiffres qui sont corrects par rapport aux contaminations du coronavirus. On arrive à maintenir cette pandémie. Donc, on a peur, en fait, qu'en accueillant cet événement mondial qui, comme vous venez de le dire si bien, va accueillir quand même une trentaine de pays à travers le monde, nous amène avec ce virus et que après tout ce qu'on a pu préserver et bâtir, on se retrouve dans une mauvaise situation. Malheureusement, c'est le cas, et je peux dire que même quand la Fédération de handball internationale a vu les mesures, les précautions, et même justement l'accueil à l'aéroport avec les joueurs, avec les touristes qui viennent, les étrangers qui arrivent en Égypte, là, les mesures, les précautions préventives sont très efficaces. Et le monde entier, ils ont vu et ils ont fait cette évaluation, ils ont dit que l'Égypte est bien prête, est très bien prête pour accueillir les équipes et tous les responsables de ce championnat. Et donc là, ça c'est très prometteur. Le problème n'est pas, jusqu'à présent, on croise les doigts et on espère bien que ça va continuer comme ça, mais pas en Égypte du tout, dès l'arrivée à l'aéroport jusqu'à la fin du championnat. C'est vrai. Le problème c'est déjà dehors, à l'étranger. Et quand on parle, vous avez parlé de la France, malheureusement, là, une bonne cinquantaine de milliers de gens contaminés en une journée, ça c'est un chiffre record, vraiment. Et ça, c'est pas un bon signe du tout. Donc là, l'Égypte a une responsabilité, c'est d'être prêt pour organiser la Coupe du Monde. On espère que la situation va s'améliorer. L'Égypte a offert tous les moyens, tout le potentiel pour la réussite de ce championnat. Et en attendant, on espère que les choses vont tourner en rond jusqu'au jour de l'ouverture de l'inauguration de ce championnat. Alors d'un point de vue infrastructure, on le voit, depuis quelques années, l'Égypte s'intéresse à améliorer ses stades, et à améliorer également les terrains dans le domaine sportif. Pas uniquement au niveau du football, on a aussi grâce aux différentes disciplines sportives, nous avons pu développer nos différentes activités. Là, on voit qu'il y a un nouveau stade, une nouvelle salle qui a été qui est presque achevée dans la ville du 6 octobre. On voit également que on n'est plus concentré uniquement vers le Caire, mais on essaye un petit peu de s'éloigner. Comment voyez-vous justement cette évolution dans le domaine de l'infrastructure ? Au niveau de l'infrastructure en général, et spécialement pour le sport, il y a une évolution extraordinaire. Des étapes bien étudiées, bien travaillées, bien sûr, pour le choix du site sur lequel on construit un stade ou une salle de sport, ça exige quand même certaines conditions.
Ça veut dire que là, il faut que ça soit vraiment pas loin d'une grande ville, que l'infrastructure au niveau de l'électricité, l'internet, tout ça, l'espace aussi, les moyens de transport, les routes, les autoroutes, tout ça, ce sont des mesures qui doivent être prises en considération. Et donc là, le choix de l'emplacement d'un stade, d'une salle de sport, c'est quelque chose qui doit être aux normes vraiment exigées par chaque sport. Et donc là, justement, comme vous venez de le dire, notre nouvelle salle au 6 octobre, ça respecte les normes justement de la fédération de handball. Donc là, on voit que l'Égypte, déjà pour cette Coupe du Monde, on a déjà notre grand stade du Caire avec la grande salle, la plus grande salle de l'Afrique, je pense du Moyen-Orient d'ailleurs, qui va accueillir l'inauguration. On a aujourd'hui 3 autres nouvelles salles, le 6 octobre, la salle de la nouvelle capitale, ainsi que la salle de Port El Arab. Donc on voit que c'est bien réparti et ça va aider justement les équipes et les touristes, bien sûr, les supporters qui vont venir encourager, on espère, leurs équipes. Là, ça va leur permettre de visiter les 4 villes, les 4 grandes villes justement de l'Égypte. Donc ça, c'est une chose qui est très importante et bien étudiée. Alors, on va certainement reparler de ce sujet durant les prochaines semaines. Merci à vous, Hazem Skandarani, d'avoir été des nôtres pour nous parler de ce sujet. Voilà, c'est ainsi, mesdames et messieurs, que prend fin notre édition. Merci de votre fidélité et sans suite de programme sur Net International. Au revoir.